Alors, petite vidéo sur le deuxième point du chapitre sur les conflits sociaux. Donc les conflits sociaux, pathologies ou facteurs d'intégration. Ici, on va principalement travailler sur deux sociologues. Un sociologue français que vous connaissez, Émile Durkheim, et un sociologue allemand que vous connaissez beaucoup moins, qui s'appelle Simmel. Voilà, et on va voir finalement les deux interprétations possibles des conflits sociaux. Alors, on va commencer avec le document 4 et Émile Durkheim, le conflit comme forme pathologique de l'intégration sociale. Encore une fois, donc je ne lis pas le document, hein. Mais en gros, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre chez Durkheim, c'est que pour lui, les conflits sociaux sont source d'anomie, en fait, hein. Et l'anomie, c'est défini de la manière suivante, c'est l'état d'une société dans laquelle la régulation sociale n'est plus assurée parce qu'il y a absence de règles sociales qui guident la conduite des individus, ou en fait une contradiction entre les normes sociales intériorisées pendant le processus de socialisation de l'individu. Voilà. Alors pour le coup, hein, Durkheim nous explique la chose suivante, c'est que les conflits sociaux vont perturber l'ordre social, donc la cohésion sociale, et en fait ils vont traduire tout simplement un dysfonctionnement de la solidarité organique, hein, en fait, tout simplement. Euh, et pour lui, hein, je vous rappelle que Durkheim travaille en tout cas au départ principalement sur la division du travail. Il explique que la division du travail est source de solidarité organique entre les individus. Chacun est spécialisé, chacun est dépendant de l'autre, et c'est ça qui va finalement créer la cohésion sociale. En fait, Durkheim nous explique que si il y a une division du travail excessive, trop poussée en fait, ça peut conduire justement à l'anomie et in fine à des conflits remettant en question la solidarité organique, la cohésion sociale en fait, hein. Alors pour le coup, qu'est-ce qu'une division du travail excessive? Je vous ai donné quelques exemples ici, hein. Alors, par exemple, quand les règles qui déterminent la division du travail ne sont pas acceptées par tous en raison d'un manque d'équité. D'accord. Donc ça peut être par exemple une partie de la valeur ajoutée qui va trop au capital par exemple et pas suffisamment au facteur travail. Il peut y avoir un sentiment d'injustice, ce qui va déboucher sur des conflits et donc in fine une certaine forme de décohésion sociale. Deuxième source finalement, deuxième explication pour montrer que les conflits sont pathologiques quand le travail exerce une contrainte trop forte sur les salariés, hein, d'accord. Donc à partir du moment où par exemple, hein, vous savez que le Fordisme a mis en place le convoyeur mécanique qui imposait des cadences extrêmement fortes finalement aux salariés, hein, et on a toujours finalement aujourd'hui un petit peu cette logique de la machine qui va imprégner le rythme de production. Si ce rythme en fait est trop soutenu, eh ben, ça peut conduire finalement à du mal-être, des conflits au sein de l'entreprise et encore une fois une remise en question euh, de la cohésion sociale, de l'intégration des individus. Voilà. Et ensuite, dernier point, le manque d'interaction entre les fonctions. C'est le cas quand il y a un antagonisme entre le capital et le travail, c'est-à-dire qu'en fait, le supérieur hiérarchique comment dire, est trop séparé du terrain, donc de l'ouvrier, et finalement donne des ordres, mais des ordres qui ne sont pas forcément réalistes, hein. Vous voyez, ça peut être ça l'idée. Alors, il y a aussi anomie quand des individus, toujours dans cette même logique, hein, quand les individus occupent un poste, mais finalement avec des objectifs, avec des règles très floues en fait. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils doivent faire, ils sont un peu perdus. Ça a été le cas notamment chez France Télécom dans les années 2000, il y a eu une grosse vague de suicides au sein de cette entreprise. Une des explications, c'est pas la seule, mais une des explications vient justement du manque de précision sur certains postes qui finalement a conduit certains cadres euh, voilà, à se donner la mort. Donc on est ici, hein, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que les conflits, donc source, enfin
sont provoquées par une situation d'anomie, et Durkheim les considère comme pathologiques, pathologie au sens de maladie. Vous savez, solidarité organique, référence à l'organisme humain, et ben en fait, les conflits finalement, pour le dire un petit peu simplement, seraient une maladie dans l'organisme qui crée un dysfonctionnement, et donc il faut résoudre, finalement il faut lutter contre cette maladie pour rétablir l'intégration, pour rétablir le bon fonctionnement de l'organisme social. Voilà. Alors, pour le coup, petite ouverture avant de revenir sur ce que je viens d'expliquer, notamment sur les solutions en fait apportées par Durkheim pour justement limiter les conflits et améliorer le fonctionnement social. Euh, Vous avez un petit document dans votre manuel, document 3, page 237, conflits sociaux et fragilisation du lien social. En fait, on parle ici, notamment on fait référence aux émeutes qui ont eu lieu en 2005 en France, donc émeute dans les banlieues, à la suite du décès de deux jeunes, Ziad et Bouna, qui finalement ont vu des policiers arriver, ont pris la fuite et se sont cachés dans un transformateur EDF, et ils ont été électrocutés. Voilà. Et c'est la mort de ces deux jeunes a provoqué finalement des émeutes partout en France, dans les banlieues. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces conflits ont été analysés comme justement une situation d'anomie. Et j'aime bien prendre cet exemple-là pour faire comprendre la notion d'anomie. En fait, pour le dire un petit peu simplement, vous avez des jeunes à qui on n'arrête pas de répéter: si vous respectez les règles, si vous travaillez bien à l'école, si vous respectez les valeurs de la République française, alors vous serez intégré, vous pourrez connaître l'ascension sociale via la réussite scolaire, via l'obtention de diplômes, et donc vous pourrez atteindre les catégories socialement valorisées, celles notamment des cadres, professions intellectuelles supérieures et professions libérales. Sauf qu'en fait, vous avez des jeunes donc, qui vont pour la plupart d'entre eux jouer vraiment le jeu de la scolarité, respecter les normes et les valeurs propres à notre société, et qui, une fois arrivés sur le marché du travail, se rendent compte qu'il y a de fortes discriminations, notamment fortes discriminations par rapport à leur lieu de vie. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la discrimination sur le marché du travail ne passe plus tellement, même si elle existe encore, attention, mais elle ne passe plus tellement par l'origine ethnique, mais par le lieu de vie. Et donc, à partir du moment où vous vivez dans une zone urbaine sensible, dans une banlieue, vous avez moins de chances d'accéder à un emploi que quelqu'un qui n'y vit pas, à diplôme, âge, sexe équivalent, quoi. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a une contradiction là qui arrive entre les normes intériorisées pendant le processus de socialisation par les individus, travailler à l'école, obtenir des diplômes, et puis la réalité, les normes les normes du marché du travail, qui finalement montrent que il suffit pas de travailler, il y a des discriminations, de l'injustice, et cette contradiction entre les normes en fait provoque des situations d'anomie, des conflits, et donc finalement un manque de cohésion dans la société. Voilà. Donc là, on a une belle illustration, me semble-t-il, de l'analyse de Durkheim, montrant que les conflits sociaux fragilisent en fait le lien social, fragilisent la cohésion sociale et fragilisent l'intégration. Alors qu'est-ce que l'intégration sociale? C'est le processus par lequel les individus s'insèrent dans un groupe social et ou la société, en partageant des valeurs et des normes communes et en établissant des relations sociales avec les membres du groupe ou de la société concernés. Donc vous voyez bien qu'à partir du moment où il y a des discriminations et des situations d'anomie, les relations sociales finalement se font beaucoup moins bien, et donc par définition l'intégration est remise en question. Voilà. Euh, donc, si vous voulez, pour Durkheim, les conflits sont pathologiques parce que ils sont fondés sur l'anomie, c'est-à-dire manque de régulation par les normes, contradiction des normes intériorisées, et donc il faut absolument régler cela pour maintenir l'intégration sociale, encore une fois pour préserver la solidarité organique et préserver le bon fonctionnement de l'organisme social. Alors les solutions, ou plutôt la solution proposée par Émile Durkheim, c'est la création de ce qu'il appelle, et ce qu'on appelle encore aujourd'hui, les corps intermédiaires. Alors on en a beaucoup entendu parler des corps intermédiaires en 2019 avec les Gilets jaunes. Euh,
parce que justement les gilets jaunes refusaient en fait les corps intermédiaires. Les corps intermédiaires, ce sont principalement les syndicats. On va revenir sur le marché du travail, hein. Donc vous voyez, il y a un problème au niveau de la division du travail, mauvaise répartition des richesses, des conditions de travail qui ne sont pas jugées acceptables par les salariés. Des postes qui ne sont pas suffisamment définis au niveau des règles et des objectifs fixés. Voilà, donc on va créer ces corps intermédiaires et ces corps intermédiaires vont finalement essayer de rétablir l'équilibre entre, pour le dire simplement, le salariat et le patronat, c'est-à-dire entre la main-d'œuvre et le capital, entre le travail et le capital. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, hein, justement, c'est ce que je souligne ici. En France, la faiblesse des syndicats a fait émerger le mouvement des Gilets jaunes qui illustre bien une situation d'anomie. C'est-à-dire qu'en fait, avec la désyndicalisation, ce qu'on a vu dans la partie précédente du chapitre, les corps intermédiaires sont beaucoup moins forts, hein, que pendant les 30 glorieuses, hein. Je vous rappelle, aujourd'hui on a 11% des salariés qui sont syndiqués, hein, c'est beaucoup plus faible que dans les pays du Nord. Et c'est plus faible aussi qu'en Allemagne, hein, qui ont un taux de syndicalisation d'à peu près 20%. Et donc la faiblesse des corps intermédiaires, finalement, fait que les conflits sociaux émergent. Et les gilets jaunes l'illustrent bien, en fait, hein. Les gilets jaunes correspondent, enfin, finalement, c'est un mouvement qui représente une belle situation d'anomie. Je vais vous l'expliquer de manière encore une fois assez simple, mais finalement très vraie, me semble-t-il. Vous voyez, les gilets jaunes, c'était principalement des personnes en emploi, hein, d'accord, des actifs occupés en CDI avec un revenu stable, qui finalement ont fait le choix d'aller vivre dans les zones rurales pour accéder à la propriété, parce que tout simplement, pour beaucoup d'entre eux, ils n'avaient pas les moyens d'accéder à la propriété dans les zones urbaines. Voilà. Et donc en fait, ils ont respecté les règles du jeu, ils ont respecté les normes fixées par la société, c'est-à-dire finalement, vous travaillez dur, vous avez un minimum de revenus, et surtout vous accédez à la propriété. Voilà. Sauf qu'en fait, ben, les gilets jaunes sont en zone, enfin, se situent pour beaucoup d'entre eux, hein, pour la grande majorité, dans les zones rurales. Or, en fait, euh, vous avez eu une augmentation notamment du coût du diesel et de l'essence. Et puis, comment dire, il y a eu cette remise en question justement de ce modèle avec les problèmes environnementaux. En gros, on a commencé à dire à ces gens-là, en fait, l'objectif qu'on vous avait fixé et que vous avez atteint, c'était pas le bon. Donc, tout ce que vous avez fait, il faudrait le défaire. En gros, vous déplacez énormément, vous consommez énormément de diesel, énormément d'essence, ça pollue, il y a des problèmes de développement durable, et donc on va augmenter finalement le prix du carburant pour limiter justement vos déplacements et pour limiter la pollution. Et vous voyez bien que là, il y a une contradiction totale finalement entre l'objectif qu'on leur avait, comment dire, en tout cas les normes qu'ils avaient intériorisées pendant la socialisation, et puis d'un coup la réalité brutale des problèmes de dérèglement climatique qui vont s'imposer à eux et qui remettent complètement en question finalement le modèle qu'ils avaient intégré. Voilà, situation d'anomie qui montre finalement un conflit bien évidemment, hein, source pour le coup, hein, de dysfonctionnement social. Vous avez vu toutes les violences, hein, autour des mouvements des Gilets jaunes. Voilà. Donc ça, c'est pour Émile Durkheim. Maintenant, les conflits peuvent être aussi source de cohésion sociale. Donc, on quitte la sociologie française de Durkheim et on va vers l'école de sociologie allemande avec Georg Simmel, où, en fait, pour lui, les conflits peuvent être source de cohésion sociale. Donc, Simmel, c'est lui. Et je vais utiliser le livre dans lequel il explique, hein, pourquoi les conflits sont source de cohésion. Donc, le conflit, la première version, c'est 1908, hein, elle a été rééditée en 1992 et Simmel est mort en 1918. Voilà pour la présentation du sociologue, puisque vous n'en avez probablement jamais entendu parler. Euh, et donc en fait, hein, il nous explique, Simmel, pareil, le document 5, je vais pas le lire, hein, il nous explique que le conflit est une forme d'interaction et donc d'association. Alors, vous retrouvez un petit peu cette idée-là dans le document 6. Je me permets de passer vite les documents parce que je vais tout de suite arriver finalement à l'objectif, hein. Pourquoi Simmel
estime que les conflits sont une forme d'association et donc, in fine, une manière de créer du lien social. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est qu'en fait, l'identification d'un adversaire commun va unifier en fait des sous-groupes entre eux et va masquer des divergences qui pouvaient exister entre ces différents sous-groupes. Euh, comment dire, si vous voulez, à partir du moment où des individus arrivent à identifier un adversaire commun, ils le cachent temporairement les divergences de point de vue qu'ils auraient pu avoir sur d'autres sujets. D'accord. Donc l'identification d'un adversaire commun, ça crée de la cohésion sociale, ça crée de l'intégration sociale. Je vais prendre un exemple peut-être simpliste, encore une fois, mais il me semble-t-il qu'il illustre bien les choses. Pensez aux Coupes du Monde de football, finalement. Les Coupes du Monde de foot euh, arrivent à créer généralement de la cohésion entre les citoyens et de l'intégration pour une simple et bonne raison, c'est qu'on va identifier des adversaires communs. Et les adversaires communs, ce sont les autres équipes nationales que l'on va affronter pendant les Coupes du Monde. Voilà. Euh, donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors dans le document 6, là, Zimmel prend l'exemple au 5e siècle avant Jésus-Christ, vous l'avez ici, l'exemple de la Ligue latine en fait, qui s'est constituée. Donc la Ligue latine, c'était des villages qui sont regroupés en fait, proches de la région de Rome, en gros centre de l'Italie. Euh, donc des villages qui se sont regroupés pour affronter finalement les Étrusques qui voulaient envahir le territoire. Et en fait, la Ligue latine a gagné la guerre et une fois les Étrusques vaincus, entre guillemets, la Ligue latine a disparu en fait. Donc là, vous voyez bien, vous avez des villages, des sous-groupes qui ont temporairement masqué finalement leur divergence de point de vue pour s'unir face à un ennemi commun. Donc ça, c'est la première explication. Ça crée de la cohésion à l'intérieur d'un groupe. D'accord. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça crée de la cohésion entre les groupes. C'est-à-dire que Zimmel explique que quand vous avez deux groupes en conflit, ils vont être obligés de se mettre en contact, en relation, pour trouver finalement un consensus et régler le conflit en fait. Euh, voilà, il n'y a pas de consensus sans dissensus. Ça, c'est une phrase qui est tirée de ce document. Vous voyez, il n'y a pas d'opposition sans adhésion, pas de dissensus sans consensus. En fait, en gros, si vous voulez, il faut bien comprendre que c'est parce qu'il y a un conflit qu'on va chercher, qu'on va créer du lien entre les deux groupes en opposition pour trouver un compromis, un accord, un consensus afin de pouvoir continuer à vivre ensemble. Voilà. Donc on voit bien finalement pour Zimmel, les conflits vont créer de la cohésion à l'intérieur du groupe et entre les groupes en opposition. Voilà. Donc vous avez ici un petit texte, document 2, page 239, renforcer les liens sociaux, toujours dans cet objectif, de nous faire comprendre que les conflits renforcent le lien social. Un texte de Lewis Alfred Koser, que vous avez ici, 1913-2003. Et en fait, Koser va nous expliquer les liens suivants. On va tomber en fait sur Zimmel, d'accord. Le conflit a fermé les liens sociaux dans les cas suivants. Donc les liens dans les sous-groupes se resserrent parce qu'encore une fois, temporairement, les dissensus intérieurs sont masqués. Les liens entre les alliés sont plus forts. Il y a une reconnaissance de l'adversaire et donc ça va créer du lien entre les adversaires. Et il faut un consensus entre les adversaires, d'où l'importance d'institutionnaliser les conflits, préavis de grève, service minimum, etc. En fait, ce que rajoute Koser ici par rapport à Zimmel, c'est-à-dire que les conflits sociaux sont nécessaires pour créer de la cohésion, et pour que les conflits soient source de cohésion, il faut qu'ils soient institutionnalisés, c'est-à-dire qu'il faut que des règles du jeu soient mises en place. Un exemple tout simple, lorsque un syndicat décide de faire grève, il doit poser un préavis de grève et donc en gros il doit prévenir son organisation productive 48 heures avant de pouvoir faire grève. Voilà. Dans les hôpitaux par exemple, il y a un service minimum. Voilà. En fait, il y a des règles du jeu pour que les individus
puissent exprimer finalement leur mécontentement sans pour autant qu'il y ait une rupture du lien entre les groupes en opposition. Voilà. Alors, ce qui veut dire aussi une chose très importante, hein, c'est que Zimmel le dit, hein, les guerres type d'extermination, bien évidemment, ne rentrent pas en compte, hein, ne sont pas pris en compte dans ces explications-là, hein. À partir du moment où l'objectif est d'éradiquer et d'éliminer définitivement un adversaire, là, bien évidemment, le conflit ne crée pas de la cohésion et du lien social, hein. D'accord? Ça, c'est important à comprendre, hein. Donc, pour terminer sur Lewis Alfred Causer, pourquoi les conflits sont positifs? Parce que les conflits permettent de décharger l'agressivité sociale. C'est-à-dire que si finalement les conflits ne sont pas tolérés, ne sont pas acceptés par une société, prenez l'exemple d'une dictature ou d'un régime totalitaire, ben, au bout d'un moment, l'agressivité s'accumule, 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 et ensuite ça explose en révolution. Donc les conflits finalement permettent en quelque sorte, c'est tout le paradoxe et c'est ça qui est intéressant, d'apaiser finalement les sociétés et d'éviter un changement brutal, une rupture brutale, une révolution, quoi. Il accroît donc la cohésion au sein d'un groupe. D'où l'intérêt pour certains de créer des adversaires, même si ces adversaires finalement sont fictifs. Alors l'exemple que je prends tout le temps avec les élèves pour faire comprendre ça, c'est le Rassemblement national. Le Rassemblement national finalement joue là-dessus. L'idée du Rassemblement national, c'est on va créer de la cohésion sociale en France en identifiant un adversaire commun. Et qu'est-ce qui est adversaire? L'étranger, ce qui est étranger en fait au groupe. Voilà. Alors que par définition, les étrangers ne sont pas des adversaires. Mais le Rassemblement national va, comment dire, créer artificiellement cet adversaire-là pour finalement rassembler des sous-groupes présents dans la société française, leur permettre temporairement de masquer leurs divergences et de s'unir face à un adversaire qui a été artificiellement construit. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que certains, pour rester neutres, considèrent que c'est un mouvement politique extrêmement dangereux. Ensuite, ils permettent d'établir des relations donc, entre les adversaires, consensus, création ou modification des institutions. C'est-à-dire que là, on est déjà dans l'idée, ça va commencer à faire la transition avec ce qu'on va voir après, c'est que les conflits sociaux, en modifiant les institutions, les conflits vont permettre d'améliorer finalement, hein, les normes, les règles, les valeurs qui organisent nos sociétés, et donc finalement ils sont source de changement social. Alors, pour faire la transition vers le dernier point, je vais reprendre un autre sociologue qui s'appelle Albert Hirschman, qui a écrit en 1970 un livre qui s'appelle Exit Voice and Loyalty, Responses to Decline in Firms, Organization and States. Et en fait, Hirschman nous explique qu'il y a trois manières de réagir face à un mécontentement. La première des manières, c'est la défection, c'est ce qu'il appelle exit, hein. D'accord. Vous voyez, en fait, il y a exit voice and loyalty. En gros, c'est ce qu'on va voir, hein, la fuite, la prise de parole et la loyauté. Donc, la défection, exit, c'est enfin, comment dire, c'est une protestation pardon, silencieuse. C'est quand en fait on fuit le conflit. On fuit par l'émigration, par la mobilité, qu'elle soit géographique, qu'elle soit sociale. Voilà. Et donc, par définition, si les gens fuient et n'expriment pas finalement leur mécontentement, il ne peut pas y avoir de mouvements sociaux. Voilà. Les conflits, en fait, n'ont pas lieu. D'accord. La loyauté, alors c'est l'inverse, en fait. C'est que finalement, on est loyal vis-à-vis de son institution, donc on accepte les défauts, et donc on n'exprime pas, on étouffe, en fait, hein, le mécontentement par loyauté vis-à-vis de son institution, même si on est en désaccord, hein. Ça, c'est très, très important. Hein. D'accord. On est loyal, et donc on fait ce qu'on nous demande de faire. Voilà. Et la troisième manière de réagir à un mécontentement, c'est voice, hein, c'est la prise de parole. Donc là, c'est justement l'expression du mécontentement, de la contestation. Et c'est ce qui se passe quand il y a des manifestations, des grèves, qu'elles soient silencieuses ou ouvertes, etc. Voilà. Conclusion d'Hirschman là-dessus.
pour faire la petite transition, pour Hirschman, la prise de parole, voice, est la meilleure des possibilités pour une simple et bonne raison, c'est que la loyauté empêche un système de se corriger, finalement tout comme la défection, quoi. Et donc, en quelque sorte, à partir du moment où la loyauté et la fuite empêchent un système imparfait de se corriger, ça peut mettre en fait en péril, hein, tout simplement, le système lui-même. D'où l'importance de la prise de parole, d'exprimer sa contestation, d'où l'importance des conflits, et on retombe ici, hein, ce que nous disait Lewis Alfred Koser, avec l'idée que les conflits vont permettre d'établir des relations avec les adversaires, de trouver un consensus et donc d'améliorer les institutions. Vous voyez le lien, enfin j'espère que vous voyez le lien entre les deux analyses là que je viens de vous démontrer. Ce qui nous emmène en fait, hein, tout cela au dernier point, le conflit social est-il un frein ou un moteur, pardon, du changement social? C'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo.